surtout le plan, les chefs de l'État a mieux travaillé que le président Kabila. Vous avez parlé en effet, vous avez parlé de portions de nos territoires qui sont sous contrôle ennemi. Et est-ce que cette situation a été résolue de manière définitive? Il y a eu des accords que le régime passé avait signés avec les 1-23, lesquels accords sont restés lettres mortes, n'ont jamais été appliqués, et ils ont répondu, bien entendu, pour exiger l'applicabilité de ces rapports. Donc nous sommes victimes d'une entente qui était en défaveur des Congolais. Et étant donné avec la continuité de l'État, il y a un autre président, et ils sont revenus pour exiger, bien entendu, le respect de ces accords-là. Et ces accords-là, bien entendu, n'ont pas été signés au profit des Congolais. Et donc c'était une paix factice, et pas une paix sérieuse. C'était, je peux le dire, une accalmie tout simplement, pendant un moment, les temps que l'on mette en exécution les accords qui ont été signés. Et après, le président de la République a estimé que ces accords n'ont pas été signés au profit des Congolais, au profit de notre pays. Il s'est érigé en barrière, il s'est opposé à leur applicabilité. Et voilà, ils ont repris avec les armes. Et nous aussi, nous n'avons pas croisé les bras. Personnellement, si c'est pour dialoguer, et nous sommes ouverts au dialogue, le président n'a jamais été catégorique par rapport à la rencontre avec les opposants ou avec les Congolais. Il est toujours ouvert, vous le voyez depuis son premier mandat, il est au contact avec la classe politique, et même au sein du gouvernement actuel, il y a aussi un opposant là-bas. Donc c'est pour dire que ce que réclame ou ce que propose Martin Fayoulou aujourd'hui, ça a déjà été annoncé par le président de la République, mais là où moi je ne suis pas d'accord, c'est l'idée que les compatriotes viennent avec chaque fois qu'il y a dialogue. Il faut se partager le pouvoir, il faut que chacun bouffe, il faut que chacun construise des maisons, déjà pour le cas échéant, alors que la population est en train de couper dans il a dit clairement que pas donc question de partager les postes. C'est les discours qui a toujours été tenus. À l'entame de votre... Je suis député, je sors de chez moi à Massina pour venir ici à la Gombe. J'ai quitté la maison à 7h05 minutes. Je suis arrivé pratiquement à 10h. Ce n'est pas normal. La population est dans une situation miséreuse. Je crois que ce gouvernement a pris la mesure de l'action et donnons-leur la chance, accompagnons ce gouvernement à réussir, puisque s'il échoue, je crois que c'est la population qui va en faire le frais, ce n'est pas intéressant. Comme dans toute association, dans tout parti politique, même au sein des églises, là où on prône Christ, il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne manquent jamais. Là où, dans une société, nous avons connu des problèmes, il est certes vrai, mais il n'en demeure pas moins. Là où les gens intelligents et pris de paix et d'amour pour notre parti il n'en demeure pas moins que les solutions vont advenir pour que la paix définitive soit constatée et que nous puissions nous mettre en ordre de marche et en ordre de bataille pour les futures échéances électorales. Le président de la République a besoin d'un parti politique compact, un parti politique qui parle d'une seule voix, un parti politique qui est rangé derrière sa vision pour l'accompagner, au fin, bien entendu, de gagner le pari qui est celui de travailler pour l'intérêt de la population, donc de laisser de traces pour que la population dise un jour que nous avons connu UDPS au pouvoir et voilà ce que UDPS avait fait. UDPS a apporté des solutions aux problèmes des Congolais. C'est ça le plus important et les présidents n'aspirent qu'à ça. Et nous, en tant que combattants, nous ne devons que taire, bien entendu, nos querelles
pour que nous puissions accompagner le chef de l'État et son gouvernement, parce que c'est l'UDPS qui est en train de gérer ces pays. C'est la première session ordinaire à laquelle nous allons prendre part. Et je crois que pendant ces 3 mois de session, nous allons le mettre à profit pour faire entendre la voix de mes électeurs de la Tchangou. À Tchangou, nous n'avons plus de route. Kimbantseke n'a plus de route. Massina, n'en parlons même pas. La route Bolengue, qui était en train d'être exécutée, ça s'est arrêté quelque part. Nous avons des problèmes de canalisation d'eau. Nous sommes déjà dans la saison de pluie et les familles sont sur les qui-vive, sont pas tranquilles parce qu'elles savent que des fortes pluies, des pluies torrentielles vont entraîner la crue et ils seront immergés dans l'eau parce qu'il n'y a pas de canalisation d'eau. Il faut aussi voir cette situation-là. Nous avons le problème d'insécurité qui galopante, qui sévit dans cette partie de la capitale, c'est-à-dire problème du courant, tout ça. Je crois que pendant cette session, nous allons faire entendre la voix de nos électeurs. C'est pour ça qu'ils nous ont voté. Ils nous ont donné leur suffrage parce qu'ils ont estimé que nous avons les aptitudes qu'il faut pour être leur porte-voix. Et je crois que nous allons le faire, et bien le faire, pour que cette population trouve son compte à travers notre action, pour que cette population ne puisse pas regretter le voix qu'ils nous ont accordé pour que nous soyons proclamés élus. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro. Et bien, pour ceux qui ne savent pas, nous allons vous rappeler que nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la RD Congo. Nous sommes sur les ondes, bien évidemment, de la RTVS 1, sur toutes les plateformes, en direct sur YouTube, en direct sur Facebook. Également, nous sommes sur satellite donc suivi et partout dans le monde. Si vous avez vos téléphones, vous pouvez nous suivre via, bien évidemment, les téléphones. Alors, sur ce plateau, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir pour vous un invité qui l'autre fois était le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aujourd'hui plutôt député et national. Il est de la Tchangou, maître Francis Tchibalabala, cadre au sein de l'UDPS, c'est lui notre invité, avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité, l'insécurité y compris, vous le savez. Nous allons parler de cette proposition de dialogue venant de l'opposition, bien évidemment, affaire prison Makala. On parle des tentatives d'évasion. Où en sommes-nous par rapport à ça? C'est vrai, les bilans ne fait qu'accroître. L'autre fois, c'était 129. Aujourd'hui, on nous parle de 131. Qui sont les responsables? À qui revient la responsabilité? Nous allons évidemment parler de ce qui s'est passé ou encore ce qui se passe en ce moment à l'UDPS. On peut dire qu'il y a la calmie. Et comment l'UDPS va s'y prendre? Est-ce réellement l'ancien, je veux dire l'actuel secrétaire général qui reste et le président ad intérim de ces partis politiques était ou est fautif? Sinon, maître Francis Tchibalabala va émettre son point de vue par rapport à toutes ces questions. Je m'en vais et saluer mon invité, honorable Tchibalabala. Merci d'être là et bon vendredi à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis heureux d'être parmi vos invités. Il s'est passé un long moment. Tout à fait. Je suis plus passé dans votre chaîne. Et voilà, donc maintenant que je suis disponible, me voici, en chair et en os. Pour nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Comme j'ai dit à l'entame, l'autre fois vice-président de l'Assemblée provinciale, aujourd'hui député national, honorable Francis Tchibalabala, en termes de bilan. Nous avons un gouverneur, il a également son gouvernement. Nous avons une Assemblée provinciale de Kinshasa, pardon. S'il faille faire une étude comparative, que direz-vous de cette Assemblée, l'actuelle, et la vôtre, en termes de comparaison, bien sûr? Bon, je crois que j'aimerais pas faire le parallèle personnellement, parce que nous avons travaillé pendant 5 ans, nous avons un bilan, bien entendu, et l'actuelle Assemblée provinciale vient à peine de commencer. Je crois que ça sera la session de septembre, ça sera la première session où cette assemblée va devoir travailler, bien entendu. Et déjà, je crois que, la session de septembre,
une session essentiellement budgétaire. Tout à fait. Donc pendant les 3 mois des sessions, c'est là qu'on va porter un jugement par rapport à leur manière de travailler. Mais je crois que nous avons, comme parlementaires, des attributions traditionnelles qui sont consignées dans notre règlement intérieur et dans les textes qui nous régissent. Et je crois qu'ils seront sur ces sentiers-là, parce que la roue ne sera pas inventée, bien entendu. Et en dehors de ça, en tant que parlementaires aussi, ils vont porter, bien entendu, les desiderata de la population quinoise par rapport à tout ce qu'elle est en train de vivre, bien entendu, pour que l'exécutif provincial apporte des solutions efficaces et durables. Alors, donc ce n'est pas l'heure du bilan, l'heure de la comparaison n'est pas encore là. On attend qu'ils puissent travailler aussi pendant 5 ans. Et je crois qu'à la fin, nous allons faire le parallèle pour voir quelle est l'Assemblée qui avait mieux travaillé. Mais nous ne sommes pas non plus aussi dans le même contexte. Par exemple, nous avons connu la Covid, on a connu beaucoup de pesanteurs, bien entendu, mais peut-être cette Assemblée aura beaucoup plus de facilité de travailler et voilà, à la fin on saura laquelle était la meilleure. Alors, avant de prendre les questions d'actualité, vous étiez parmi le responsable de Kinshasa 5 ans durant. Vous en êtes fier? Est-ce qu'on peut dire que, ou encore vous pouvez dire que vous avez bien, c'est mon expression, géré la ville de Kinshasa pendant 5 ans? Voilà, il faut toujours faire les distinguos entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Je l'ai dit dans plusieurs émissions, les gens font parfois la confusion. On nous confond à l'exécutif provincial. Non, les assemblées parlementaires ou l'Assemblée provinciale a des missions qui lui sont reconnues par le loi de la République, par la Constitution et même par les règlements intérieurs. La gestion au quotidien de la ville relève bien entendu du gouverneur, du gouvernement provincial. Et nous sommes des contrôleurs. Nous sommes ceux-là qui pondent des édits au niveau provincial pour créer des cadres juridiques qui vont permettre à l'exécutif provincial de mieux faire son travail. Donc, en termes de gestion, c'est l'exécutif provincial. Et je crois que si vous invitez un ancien ministre provincial ou le gouverneur au village, je crois qu'ils vont vous brosser un bilan. Ils ont un bilan, je crois, et ils vont le brosser, bien entendu. Mais s'il faut que je parle de l'Assemblée provinciale, je crois que c'est parmi les meilleures assemblées, les meilleures législature que la ville de Kinshasa est connue, dans la mesure où nous avons pondu plusieurs édits, on a organisé plusieurs contrôles parlementaires et les députés provinciaux ne se sont pas compromis comme c'était le cas à l'époque. Donc nous avons gardé une certaine éthique, une certaine probité morale et je crois que c'est déjà passé. Nous sommes dans une autre législature, une nouvelle législature. Et en un mot, que pouvons-nous retenir de votre assemblée provinciale, de votre assemblée? J'ai dit que les bilans n'étaient pas vraiment élogieux, mais on a quand même travaillé. Les bilans mi-figue, mi-raisin, ça je l'ai dit toujours, parce que en dehors des édits à notre actif, les contrôles n'ont pas été vraiment efficaces, comme l'auraient souhaité bien entendu les Quinois. Il y a eu une certaine complaisance dans les contrôles, ça il faut vraiment le dire sincèrement. Et je crois que c'est un conseil que je donnerai aux élus actuels, aux élus provinciaux, de ne pas tomber dans les travers que nous avons connus en étant complaisants à l'exécutif ou aux ministres provinciaux, etc. Et je crois que ça va leur revenir en pleine figure parce que la complaisance va entraîner une certaine léthargie dans la gestion de la ville et ça sera préjudiciable aux Quinois parce qu'ils attendent beaucoup de ces élus et ils doivent vraiment être catégoriques, ils doivent travailler vraiment au profit de ces Quinois, éviter bien entendu une certaine amitié. En principe, les relations doivent être professionnelles et non amicales. Lorsque nous ramenons dans les affaires de l'État, les relations personnelles, les relations amicales, c'est là que nous tuons dans l'œuf, bien entendu, ce qui doit être normalement notre bilan. Voilà, donc c'est... Donc, vous y étiez
comment dirais-je, vous étiez pas à la hauteur, vous étiez compromis à beaucoup de choses comme vous avez dit. Est-ce que vous en êtes fier avant de prendre, on va prendre des questions d'actualité? Non, c'est comme ça que j'ai dit, les bilans étaient mi-figue, mi-raisin. Donc si j'étais... en clair, c'est une déception. Si j'étais moi-même complice de la léthargie, c'est une déception. En effet, moi je suis déçu parce que je trouve que les attentes que les Kinois avaient placées en nous, bien entendu, nous ne les avions pas rencontrées. Donc il faut vraiment qu'on les dise clairement, mais il ne faut pas non plus dire qu'on n'a rien fait. On a fait quelque chose. S'il faut comparer la gestion du gouvernement provincial passé ou aux gestions précédentes, vous constaterez qu'en termes des routes, en termes des constructions, nous avons quand même un bilan. Vous avez pu faire quelque chose. L'exécutif provincial a pu faire quelque chose. Mais du moins, on a retenu que vous étiez complaisant. Alors, on va prendre les questions d'actualité. En commençant bien sûr par l'insécurité qui sévit au pays, à l'Est surtout. Au regard de tout ça, l'opposant Martin Fayulu pense qu'il y a lieu que les politiques se mettent ensemble. Il a évoqué la cohésion nationale, il a parlé de l'unité nationale pour reconstruire le pays, pour éviter surtout la balkanisation qui semble prendre corps, encore certains. Martin Fayulu exige même qu'il y ait dialogue. Vous êtes politique, vous êtes au cadre de l'UDPS, congolais de surcroît. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette proposition de Martin Fayulu? Voilà, je crois qu'en tant que Congolais, il est en droit de mettre une réflexion, de faire des propositions. On ne peut pas lui en empêcher. Nous sommes quand même un État démocratique. On ne peut pas interdire à un Congolais de réfléchir, de poser le format du dialogue, par exemple, de faire des propositions pour que nous puissions sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais moi, je trouve que cet appel, il est un peu tardif, dans la mesure où le chef de l'État, lorsqu'il a prêté serment, il avait tendu la main à toute la classe politique. Et c'est l'opposition, bien entendu, qui avait repoussé la main du chef de l'État. Donc c'était le vœu émis par le chef de l'État de continuer à dialoguer, de s'ouvrir à d'autres Congolais, notamment à ceux de l'opposition, pour ensemble nous puissions réfléchir Congo, nous puissions faire des propositions, dans les sens, bien entendu, de garder, bien entendu, notre pays dans ses frontières héritées de la colonisation, mais aussi d'apporter des solutions aux problèmes qui traversent les Congolais. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est l'idée cachée, bien entendu, du dialogue sollicité. Vous savez, c'est laquelle d'après vous? L'histoire politique de la RDC nous renseigne que chaque fois qu'il y a dialogue, il y a partage de pouvoir. Or, pendant le partage de pouvoir, chaque composante ayant pris part au dialogue doit avoir des postes ministériels. Et c'est en ce moment-là que la situation n'évolue pas. Au lieu de travailler pour l'intérêt des Congolais, ceux qui seront là, ils vont travailler pour leur intérêt personnel. Beaucoup de politiques sont en perte de vitesse aujourd'hui parce que financièrement en difficulté, ils veulent s'en mettre plein le poche pendant le partage de pouvoir pour reprendre du poids de la bête et mener leurs actions politiques avec beaucoup de facilité. Donc cette approche-là que moi je critique personnellement. Et pendant cette période, il n'y a pas un contrôle efficace. Vous allez contrôler un partenaire ou quelqu'un d'opposition à qui on a confié un poste, vous les contrôlez, ils vont crier à l'acharnement, ils vont dire voilà, ce n'est pas vrai, etc. Pourquoi vous ne contrôlez pas la majorité et tout ça? Donc, personnellement, si c'est pour dialoguer, et nous sommes ouverts au dialogue, le président n'a jamais été catégorique par rapport à la rencontre avec les opposants ou avec les Congolais. Il est toujours ouvert, vous le voyez depuis son premier mandat, il est au contact avec la classe politique. Et même au sein du gouvernement actuel, il y a aussi un opposant là-bas. Donc c'est pour dire que ce que réclame ou ce que propose Martin Fayulu aujourd'hui, ça a déjà été annoncé par le président de la République, mais là où moi je ne suis pas d'accord, c'est l'idée
que les compatriotes viennent avec chaque fois qu'il y a dialogue. Il faut se partager le pouvoir. Il faut que chacun bouffe. Il faut que chacun construise des maisons, déjà pour le cas échéant, alors que la population est en train de il a dit clairement que pas donc question de partager les postes. C'est les discours qui a toujours été tenus. À l'entame de votre intervention, vous avez dit que le moment n'est pas bien choisi d'après vous, parce que l'autre fois, le chef de l'État avait tendu la main. Non, je n'ai pas dit que le moment n'est pas choisi. Je trouve que pour dialoguer, il n'y a pas un moment indiqué pour que les compatriotes se retrouvent autour d'une table pour débattre des questions d'intérêt national, des questions liées à notre sécurité, à notre intégrité territoriale, liées à la misère de la population, par exemple. Non, il n'y a pas un temps indiqué, le moment il est là, mais seulement je dis que le président l'avait déjà annoncé lors de sa prestation. Vous oubliez ce que vous dites là, le chef de l'État, certes, avait tendu la main, c'était via un discours, il n'y avait pas une action claire ou concrète par rapport à ça. Non, mais écoutez, les chefs de l'État ont toujours été ouverts, qui sont contre ces rapprochements, c'est plus l'opposition. On a suivi des déclarations incendiaires de cette même opposition, on a suivi des attaques, nous sommes en train de suivre en longueur de journée même des accusations gravissimes et mensongères contre les régimes de Kinshasa, contre notre pouvoir, pour les discréditer sur le plan international. Donc c'est cette opposition-là qui n'a pas été ouverte, justement, par rapport au dialogue. Mais étant donné qu'elle s'est ressaisie, parce que nous n'avons que la RDC comme notre colonne vertébrale, ouais. Et au-delà des divergences des vues, d'opinion, au-delà des différences que nous avons, linguistiques, des différences ethniques, etc., la RDC, c'est notre seule patrie que nous avons. Nous devons mettre de côté nos égos surdimensionnés parfois et essayer d'arrondir les angles pour trouver des compromis qui seront bien entendu au profit de notre population. Trouver des compromis, parce que la patrie est en danger, ça c'est vrai, mais êtes-vous d'avis de ceux-là qui pensent que vous, au pouvoir, vous l'UDPS, vous avez lamentablement échoué. L'autre fois, Kabila, vous avez remis une nation entière. Aujourd'hui, à titre d'exemple, Bounagana, à 2 ans, ça nous échappe. L'insécurité bat son plein. Au départ, on a parlé de la balkanisation qui semblait prendre corps. La famine, la pauvreté bat son plein. Ne voyez-vous pas que, à tout prix, les dialogues s'imposent? Non, moi je l'ai dit bien entendu ici que je ne suis pas contre le dialogue. Moi encore, le chef de l'État, ni ma famille politique n'a jamais été contre le dialogue. Dire que nous avons échoué, là, vu l'échec qui est vôtre, donc là je crois que c'est une très mauvaise lecture que cette frange de la population est en train de faire. Cette minorité de la population d'ailleurs est en train de faire. Étant donné que sur tout le plan, les chefs de l'État a mieux travaillé que le président Kabila. Vous avez parlé en effet, vous avez parlé de portions de nos territoires qui sont sous contrôle ennemi. Et est-ce que cette situation a été résolue de manière définitive? Il y a eu des accords que les régimes passés avaient signés avec les 1-23, lesquels accords sont restés lettres mortes, n'ont jamais été appliqués, et ils ont répondu, bien entendu, pour exiger l'applicabilité de ces rapports. Donc nous sommes victimes d'une entente qui était en défaveur des Congolais. Et étant donné avec la continuité de l'État, il y a un autre président, et ils sont revenus pour exiger, bien entendu, le respect de ces accords-là. Et ces accords-là, bien entendu, n'ont pas été signés au profit des Congolais. Et donc c'était une paix factice, pas une paix sérieuse. C'était, je peux le dire, une accalmie tout simplement, pendant un moment, les temps qu'on l'on mette en exécution les accords qui ont été signés. Et après, le président de la République a estimé que ces accords n'ont pas été signés au profit des Congolais, au profit de notre pays. Il s'est érigé en barrière, il s'est opposé à leur applicabilité, et voilà, ils ont repris avec les armes, et nous aussi, nous n'avons pas croisé les bras. Le président de la République a tout mis en œuvre pour bouter hors nos frontières cette nébuleuse. Bon, je sais qu'il s'agit d'une guerre. Nous pensions que la Russie, une fois
qu'elle ait déclenché la guerre contre l'Ukraine, qui militairement, la Russie, je crois que c'est la deuxième puissance militaire au monde, et on pensait que la Russie allait écraser l'Ukraine dans une semaine ou deux, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ça fait des ans. Il s'agit d'une guerre, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça termine. Le plus important, c'est d'être vent debout contre ces agressions qui sont en train, bien entendu, de décimer nos populations, qui sont en train de meurtrir la population de cette partie de la République, qui sont aussi en train de nous préjudicier, parce que la partie querellée, la partie où les belligérants se sont installés, c'est la partie qui a plus de ressources minerais, et ils sont en train de faire main basse sur nos ressources, et lesquelles ressources pouvaient profiter aux Congolais s'il n'y avait pas cette situation de guerre. Donc le président de la République a tout mis en œuvre, vous l'avez suivi plus d'une fois, il a même dit qu'il ne va pas négocier avec les rebelles, parce qu'il y a eu plusieurs fois des mains tendues pour que nous puissions autrement régler la situation qui sévit dans cette partie de la République, mais ils n'ont pas voulu cela, et le président aussi a tout mis en œuvre pour bien entendu utiliser les langages que ces gens-là entendent. Vous avez dit dire que nous avons échoué, je crois que ce n'est pas vrai. Oui. Ce n'est pas vrai, il s'agit d'une guerre, on ne sait pas quand ça va terminer, mais le plus important, c'est de savoir, est-ce que le président de la République n'a-t-il pas recruté de nouveaux militaires? Ça a été fait, il y a des formations qui s'en sont suivies. Est-ce que le président de la République n'est-il pas en train d'équiper notre armée? C'est ce qui est en train de se faire. Est-ce qu'il n'y a pas une loi, par exemple la loi de programmation militaire, pour soutenir notre armée, l'équiper, former des militaires? Tout ça est mis en œuvre. C'est ce qui démontre bien entendu la volonté affichée du président de la République de mettre fin à cette insécurité et de sécuriser une fois pour toutes notre pays. Alors, vous avez dit sur ce plateau, c'est votre point de vue, que Félix Tshisekedi a fait mieux que Kabila. C'est votre point de vue, comme j'ai dit il y a peu. Mais que répondez-vous à ceux-là qui pensent que Félix Tshisekedi fait pire que Kabila, lui qui l'autre fois avait promis qu'il va fermer les cachots, c'est notre exemple, que les opposants ne seront pas inquiétés, mais ce qui n'est pas le cas. Vous et moi vivons ici à Kinshasa au Congo, nous tous savons comment ils sont traqués, arrêtés, enlevés d'une manière illégale. Que direz-vous de tout ça? Parce qu'il y avait des promesses qui ont été faites. Je crois que sur le plan des droits humains, il y a une avancée notable depuis l'avènement du président à la magistrature suprême. Dans ces pays, les gens n'avaient pas le loisir de faire des déclarations n'importe comment. Nous avons connu des gens qui ont payé de leur vie seulement parce qu'ils ont critiqué le régime Kabila. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Ceux qui sont arrêtés, ils les sont parce qu'ils ont commis des infractions de droit commun. Vous savez, la liberté d'expression, ce n'est pas une carte blanche qu'on donne à un individu de faire n'importe quelle déclaration, parce que la loi aussi érige certaines déclarations en infraction. Lorsque vous portez atteinte à l'honneur d'une personne, parce que vous êtes opposant, cet acte doit rester impuni. Mais nous sommes en train de construire quel État? Un État où il y a des hommes forts, justement. Donc des gens qui sont intouchables, qui peuvent dire n'importe quoi et ils ne seront jamais inquiétés. Non, ça ce n'est pas un État de droit. Même dans de grandes démocraties, lorsque vous faites des déclarations qui vont dans les sens de nuire à l'image, à la réputation d'une personne, vous êtes passible de poursuites pénales et vous encourez même des condamnations. Donc ce n'est pas seulement au Congo. La liberté d'expression, aujourd'hui, c'est les maîtres mots du président de la République. Il y a des opposants, vous en connaissez, qui sont là en liberté, qui sont en train de vaquer librement à leurs occupations, qui tiennent des déclarations, parfois qui frisent de l'insulte envers les autorités du pays. Mais ils sont tranquilles, ils sont en train de vaquer librement à leurs occupations. Donc il ne faut pas considérer qu'il y a le recul. Nous sommes plus en train de progresser. Du temps de Kabila, ce n'était pas le cas. Mais on parle il y a des gens que moi j'ai connus personnellement, qui sont plus de ces mondes, seulement parce qu'à l'époque d'ailleurs,
même quand moi j'ai passé à la télé, j'étais jamais tranquille. Mon père me disait toujours, on va te tuer, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens, c'est pavanent librement, ils sont opposants, ils disent n'importe quoi, etc. D'ailleurs, les prisonniers politiques, il y en avait plusieurs du temps de Kabila actuellement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, lorsqu'il est devenu président, il avait libéré plusieurs opposants. Il vous souviendra que même Katumbi a été empêché de revenir dans ce pays. Oui. Donc il y a des choses qui se faisaient lors du régime Kabila, donc on ne peut pas comparer à l'actuel régime quand même, sinon ça relèverait de la mauvaise foi. Mais on parle aussi d'une justice à double vitesse. Hein. Quand c'est un opposant qui s'exprime, on parle de l'apologie ou encore contre les actes contre le tribalisme, alors que si ce sont les personnes du pouvoir ou du régime, apparemment on dit mots et puis non, ne sont pas inquiets. Je crois que là aussi le tableau est mal peint dans la mesure où on a connu des proches du président de la République qui ont été arrêtés et écroués. Ils ont passé du temps à la prison centrale de Makala. Les proches du président, des personnes influentes. Ça n'a jamais été le cas du temps de Kabila. Mais les exemples aujourd'hui, par exemple, les gens parlent des détournements. Les gens parlent des détournements. Voilà. C'est parce que nous, IDPES, nous dénonçons ces détournements-là. C'est parce que nous, IDPES, nous ne protégeons pas des brebis galeuses qui se méconduisent, qui n'ont pas d'éthique, etc. Mais dit-on de Kabila, c'était pire. C'était pire, mais les gens n'étaient pas informés. Parce qu'ils se protégeaient entre eux. C'est ça aussi la différence. Du temps de Kabila, voir un dignitaire du régime être arrêté, je ne sais pas si vous en connaissez un seul. À moins qu'il ait basculé dans l'opposition et en guise de représailles, on l'arrête. Mais dit-on de Félix Tshisekedi, en tout cas, les exemples sont légion. Je peux vous en citer ici plusieurs cas, vous en connaissez en tant que journaliste. Donc les avancées sont là. Même sur le plan économique, etc., il y a beaucoup de choses qui sont faites. Sur le plan infrastructure, etc. Mais c'est vrai, la situation dans laquelle les régimes AFDEL nous avaient plongé était tellement inextricable, ce n'est pas en 5 ans ou en 10 ans qu'on va changer radicalement la situation des Congolais. L'Europe a été construite pendant 4 siècles. Donc, c'est-à-dire nous sommes dans une dynamique, c'est ça le plus important. Le président de la République a jeté des bases solides pour amener notre pays à la félicité, mais ce n'est pas lui, bien entendu. Il y aura d'autres qui vont les succéder, qui vont continuer le travail, c'est ça le plus important. Mais avec Kabila, il n'y avait pas de repère. Mais vous êtes, heureusement, vous êtes avocat, que dit la loi en rapport avec une détention préventive? Est-ce que la personne peut rester au-delà de 48 heures sans pour autant être en contact avec sa famille ou encore avec ses avocats? Bon, vous savez, le président lui-même, puisque vous avez aussi parlé de la justice, le président lui-même a décrié notre justice. Il a plusieurs fois monté au créneau par rapport à la manière dont la justice est administrée dans notre pays. Il y a plusieurs abus de la part de ceux qui sont censés dire le droit, qui sont censés dire la justice. Et le président de la République l'a toujours dénoncé. Et il a même fait proposer plusieurs solutions pour que notre justice redevienne celle que la Bible dit qu'elle élève une nation, une bonne justice. Et s'il y a des dérives, je crois que les dérives, on les constate pas seulement au Congo. Hein. Il y a des erreurs judiciaires pratiquement dans tous les pays du monde. Il y a des bévues qui sont commises. Et je crois que ce ne sont pas des choses qu'on doit saluer, bien entendu. Et nous, en tant que juristes, il y a des pratiques que nous condamnons, que nous condamnerons toujours, étant donné qu'il y a aussi les droits, les détenus ou les prévenus ont aussi des droits intangibles, des droits qu'on doit
sauvegarder, qu'on doit respecter. Et si ces droits sont bafoués, je crois que nous sommes en train de reculer de plusieurs crans au lieu d'avancer. Surtout que nous sommes un État démocratique. Ça veut dire un État qui respecte les textes de loi, qui se veut respectueux des textes de loi. Et nous ne devons pas faire exception par rapport à ces principes de droit, à ces principes démocratiques. Alors, la question avec la justice, on va y revenir, mais du moins, il y a une question qui m'est venue. Quand vous avez dit que Fathi a fait mieux que Kabila, c'est votre point de vue, mais si on vous demandait de nous citer les réalisations 6 ans durant de votre régime, qui sont bien évidemment palpables, que diriez-vous? Je commence seulement par l'éducation, la gratuité de l'enseignement de base. Cette gratuité est consignée dans notre constitution depuis 2006. Elle n'a jamais été mise à exécution. C'est grâce au chef de l'État. Nous avons des enfants qui étudient gratuitement. Moi, mes enfants ont étudié aussi une partie de leur scolarité au complexe scolaire Don Bosco, c'est à Massina. C'était gratuit, ils ne payaient pas. Aujourd'hui, les gens ne savent pas. L'État prend en charge la formation. Vous allez au ministère de la formation professionnelle et tout, et métiers, les enseignements qui sont dans des centres agréés sont gratuits. Moi, je l'ai fait comme individu et l'État le fait gratuitement. En dehors de ça, le président de la République a recruté 5000 magistrats, alors que Kabila, en 18 ans, n'en avait recruté que 2000. Vous prenez les budgets de l'État aujourd'hui par rapport à 4 milliards qu'on avait du temps de Kabila. Vous prenez les traitements des enseignants, des fonctionnaires, etc. Il y a eu une majoration des salaires. C'est vrai qu'avec la dépréciation de la monnaie, etc., la situation, nous sommes en train de revenir à la case du départ. Mais il y a eu quand même beaucoup d'améliorations. En termes de construction des routes, par exemple, des universités qui sont en train d'être construites dans ces pays, des nouvelles universités. Vous avez au Kasaï, on est en train de construire. Il y a des universités qui sont en train d'être réhabilitées et construites. C'est-à-dire, ici, s'il faut parler du bilan du président, je crois qu'il faut une émission plus élaborée parce que les réalisations sont tellement nombreuses qu'en 10, 20, 30 minutes, ça ne sera pas possible que nous puissions toutes les énumérer. Donc, je disais, en 5 ans, le président de la République a mieux fait que le président Kabila en 18 ans. Ça, c'est une évidence. Ça, et je crois que ce n'est pas un débat de Vita Imana ou de Barcelone Real de Madrid, c'est-à-dire un débat interminable où chacun tire les draps de son côté. Mais ça, nous sommes en train de parler des faits. Nous sommes en train de parler des réalisations. Et quand vous faites le parallèle, vous conviendrez avec moi que le président a mieux fait, mais il est encore en train il vient de commencer son 2e mandat, et je crois qu'il va encore travailler pour l'intérêt des Congolais. Qui vivra verra, dit-on. Alors, on va changer les sujets. On va parler de ce qui s'est passé à la présidence de Makala. Je ne sais s'il faut appeler ça massacre, carnage ou tentative d'évasion, mais toujours est-il que l'affaire Makala ou encore la situation de Makala. Avocat que vous êtes, quelle lecture faites-vous par rapport à ce qui s'était passé? Bon, premièrement, nous sommes en train, moi en tant qu'individu, en tant que Congolais, je suis en train de décrier les nombres de morts enregistrés dans cette prison lors de tentatives d'évasion. 131, je crois, le bilan a été porté à 131. 131 personnes mortes, je crois que c'est énorme. Un seul Congolais qui tombe au devant, en principe, nous arrêter et saluer la mémoire de cette personne, parce que nous avons déjà perdu des milliers de Congolais avec cette guerre qui nous a été imposée par une frange de la communauté internationale avec leur bras séculier qui est le Rwanda. Et on ne doit pas continuer à compter des morts. Ces décomptes macabres doivent s'arrêter. Il y a eu certainement des responsabilités
qui doivent être, il y a des responsabilités qui doivent être établies. Il faudra attendre par rapport à... C'est une autre question parce qu'il y a des enquêtes, il y a l'enquête qui a été enclenchée et je crois que les rapports vont déterminer les responsabilités. Mais vraiment, je profite de votre micro pour présenter mes sincères condoléances aux familles de personnes qui sont décédées à la prison. Qui trouve ici toute ma compassion et je crois que tous les Congolais à l'unanimité doivent bien entendu saluer la mémoire de ces personnes, même s'ils étaient prisonniers, même s'ils étaient condamnés pour des infractions qu'ils auraient commises, bien entendu, mais ça reste quand même des humains. Partir de cette manière-là, je crois qu'on a désacralisé quand même la vie humaine et ça ne doit pas continuer comme ça. Et il y a des mesures qui sont prises par le chef de l'État et son gouvernement. Je crois que ces genres de situations ne vont plus se répéter dans ces pays. Et on aurait dû éviter ça, malheureusement. Nous attendons toujours qu'une situation catastrophique arrive pour que nous puissions prendre des mesures. Mais je crois que le plus important, c'est d'avancer. Nous avons reconnu la responsabilité de l'État dans ce qui s'est passé, mais l'État aussi vient de prendre des mesures pour désengorger la prison par exemple, aussi pour construire des maisons d'arrêt, parce qu'on ne peut pas tout le temps envoyer des gens à la prison centrale qui est en surpopulation, bien entendu, et puis sa capacité qui est au-delà même de sa capacité d'accueil. Et je crois que c'est ça le plus important pour que nous puissions plus retomber dans ces travers. Les gens étaient indignés, ça c'est vrai, mais on souhaitera avoir votre point de vue, vos analyses par rapport à ce que le chef d'État avait si bien dit que les sanctions seront lourdes. Et s'il faillit sanctionner, d'après vous, vous pourrez bien commencer par qui? Est-ce le ministre, son fils ou Bon, j'aimerais pas ici faire un jugement parce que je ne suis pas je suis pas enquêteur. Laissons la justice faire son travail. Et je crois que nous allons nous appuyer sur le rapport qui sera fait. Et vous aimez savoir également chaque fois qu'il y a enquête, la manière dont ça se termine. Hein. Apparemment, il n'y a pas de résultats satisfaisants, très souvent en tout cas. Non, peut-être que nous n'avons pas d'informations. Il y a toujours des conclusions qui sont rendues publiques. Et je crois que par rapport à ce qui avez-vous l'idée de ce qui s'est passé l'autre fois au Stade des Martyrs lors du concert de Moïse puis de Mike Kalambay? Il y a eu de morts, il y a eu une commission qui a été mise en place pour enquêter. Où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a des résolutions? Non, est-ce que la commission a fini son travail? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que la commission a fini son travail? Si la commission est toujours à pied d'œuvre, attendons le rapport de la commission. Alors, on va... toujours en rapport avec ce qui s'est passé à Makala. Vous avez dit qu'il faudra attendre comment est-ce que les choses vont évoluer. Mais d'aucuns pensaient qu'on allait vous retrouver au sein de ce gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé avant de prendre d'autres questions? Voilà. Les milliers croyaient que vous étiez déjà... Oui, en effet, parce que beaucoup de gens le disaient. Je suis ministrable. J'ai été doublement élu. À Kinshasa, je suis les seuls sur la liste UDPS qui a ramené 2 sièges au parti. Et je crois dans toute la RDC, nous sommes à 3 qui avons ramené 2 sièges au parti. Et ça ne suffit pas pour que je sois ministre. Il y a aussi le choix que doit opérer le chef de l'État. S'il trouve qu'en faisant les castings et que je n'avais pas peut-être le profil qu'il fallait pour faire partie de ces gouvernements, libre à lui, parce que c'est lui qui décide, on ne force pas la main du chef. Et lorsqu'il constatera qu'il pourrait nous utiliser, par exemple, pour tel ou tel autre poste, je crois que nous allons volontiers accepter la décision du chef de l'État. Mais même au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes en train de servir la République. On ne sert pas la République seulement tout en étant au gouvernement, tout en étant ministre. Je suis député, c'est là que je dois servir la République. Je suis chef des rues, je suis bourgmestre, je dois servir la République là où je suis. Donc il n'y a pas que les postes ministériels qui vont bien entendu vous faciliter cette volonté-là à servir la République. C'est vrai, vous êtes ministrable comme vous avez dit, et donc un pensait même que les gens vous alliez occuper le ministère de l'Éducation, mais hélas, sinon, il y a un gouvernement mis en place, 6 mois déjà. Comment vous évaluez le gouvernement Soumino? Bon, le gouvernement vient de commencer. Je crois que le défi il est énorme.
Le gouvernement s'est fixé une mission et je crois que c'est prématuré de faire un bilan par rapport à la gestion de ces gouvernements. Nous sommes encore à l'heure des réformes, à l'heure de prendre des mesures, des cadres juridiques, des mesures d'encadrement pour que les décisions qui seront prises puissent profiter bien entendu à la population congolaise, aussi soit palpable par cette population-là. Donc je crois que c'est vraiment prématuré, laissons les temps au temps. Le gouvernement venait d'être investi, je crois il y a peu. 6 mois pratiquement. 6 mois c'est même trop. Je crois que c'était au mois de juin. Ah oui, hein. Au mois de juin, donc ils viennent à peine de commencer, donc donnons-leur les temps et la chance. Accompagnons ces gouvernements à réussir, parce que s'ils échouent, c'est nous qui allons en pâtir. Je suis député, je sors de chez moi à Massina pour venir ici à la Gombe. J'ai quitté la maison à 7h05 minutes. Je suis arrivé pratiquement à 10h. Ce n'est pas normal. La population est dans une situation miséreuse. Je crois que ces gouvernements a pris la mesure de l'action et donnons-leur la chance, accompagnons ces gouvernements à réussir, puisque s'ils échouent, je crois que c'est la population qui va en faire le frais, ce n'est pas intéressant. Ça sera l'échec du Tout Congo, le matin, nous recevons des gens à la maison qui nous apportent des problèmes qui traversent, etc. Mais ces problèmes vont trouver des solutions à travers l'action gouvernementale. Donc, il doit absolument réussir. Je parle de ce gouvernement. Alors, on va prendre la question en rapport avec l'UDPS. Vous êtes cadre au sein de ces partis politiques. Hier, il y avait une crise. On ne sait pas si vous avez intérêt à lâcher des guerres ou encore quoi, mais toujours est-il qu'il y a la calmie. Le secrétaire actuel, Augustin Kabouya, qui en même temps est le président ad interim de ces partis politiques, avait connu beaucoup de bousculades. Où en êtes-vous par rapport à cette situation? Voilà. Comme dans toute association, dans tout parti politique, même au sein des églises, là où on prône Christ, il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne manquent jamais. Là où, dans une société, nous avons connu des problèmes, il est certes vrai, mais il n'en demeure pas moins. Là où les gens intelligents et pris de paix et d'amour pour notre parti il n'en demeure pas moins que les solutions vont advenir pour que la paix définitive soit constatée et que nous puissions nous mettre en ordre de marche et en ordre de bataille pour les futures échéances électorales. Je crois que c'est ça le plus important. Et moi, en tant que cadre du parti, je ne peux que prôner la paix, que les protagonistes puissent fumer les calumets de la paix, trouver une solution médiane pour résoudre de manière efficace la situation qui est en train de déchirer les combattants de ces combattants. Et comment se comportent les partis à nos jours d'après vous? Je ne dirais pas merveilleusement bien, parce qu'il y a des remous, il y a des problèmes, mais le parti est là, il existe, et nous sommes là, représentant ces partis, sur les plateaux par exemple, où là que nous travaillons, et je crois que c'est ça le plus important, mais le président de la République a besoin d'un parti politique compact, un parti politique qui parle d'une seule voix, un parti politique qui est rangé derrière sa vision pour l'accompagner, au fin, bien entendu, de gagner le pari qui est celui de travailler pour l'intérêt de la population, donc de laisser de traces pour que la population dise un jour que nous avons connu UDPS au pouvoir et voilà ce que UDPS avait fait. UDPS a apporté des solutions aux problèmes des Congolais. C'est ça le plus important et les présidents n'aspirent qu'à ça. Et nous, en tant que combattants, nous ne devons que taire, bien entendu, nos querelles pour que nous puissions accompagner les chefs de l'État et son gouvernement, parce que c'est l'UDPS qui est en train de gérer ces pays. Vous voulez accompagner les chefs de l'État, c'est l'idéal, hein?
Votre parti politique, c'est un parti présidentiel alors que ça déchire à l'interne. Vous avez reconnu ici qu'il y a quand même un peu de soucis au sein de ces partis politiques. S'il faut aller loin, on va dire c'est la même situation même au sein de l'Union Sacrée. Il y a des déclarations qui furent de partout. Je citerai nommément Bahati par exemple, qui réclame de postes, alors que la situation au pays semble être de plus en plus difficile. La gestion de l'Est, on en a évoqué. La situation socio-économique, c'est aussi difficile. Mais vous qui êtes le proche, je veux dire la famille politique des chefs de l'État, quand vous êtes dans ce genre de querelle, ne voyez-vous pas que vous n'arriverez pas à bien accompagner les actions des chefs de l'État? Non, c'est ce que je venais de dire ici. Dans toute famille politique, les problèmes ne manquent jamais. Vous savez, il y a surtout de partis démocratiques comme UDPS, où le point de vue échange, le point de vue discute, où chacun est libre de mettre son avis, son opinion, etc. Dans ces genres de partis politiques, les problèmes ne peuvent pas manquer. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec ma manière, par exemple, de me comporter. Il y aura toujours une frange qui va me soutenir et d'autres personnes qui diront non, 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 non. Il est en train, par exemple, de ternir l'image de notre parti. Nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc c'est pour dire que ça ne manque pas. Même si vous allez en France, par exemple, le Parti Socialiste, tout le parti politique là, il y a toujours des problèmes. Ça ne manque pas. Mais il faut avoir maintenant la capacité de transcender ces problèmes, de vous hisser au-dessus de ces problèmes, les résoudre de manière définitive pour que vous puissiez vous attarder sur ce qui est essentiel et non sur des querelles qui risquent non seulement de jeter de l'opprobre sur le parti, mais aussi de détourner notre attention par rapport à ce qui est essentiel. Donc la gestion de la res publica, la gestion du pays, comment accompagner les chefs de l'État. Je suis de PES, là que je travaille, comment je me comporte, est-ce que je suis exemplaire? C'est à quoi nous devons réfléchir et non passer du temps, passer des journées entières à nous lancer des insultes. Je crois que ce n'est pas important, mais c'est le lot de toutes les formations politiques où règne la démocratie. Il y a aussi des partis politiques où il n'y a que la voix du président qui est entendue. C'est qu'on dit magister dixit en latin, quand le maître dit et tout le monde s'aligne. Mais ce n'est pas l'UDPS. À l'UDPS, un combattant peut contester la décision du secrétaire général aussi, comme aussi un membre de l'exécutif peut contester la décision qui a été prise par l'exécutif dans lequel il fait partie. Si il n'est pas d'accord par rapport à cette décision. Donc il y a des choses... Mais d'aucuns pensent que c'est du désordre. Hein? Non, ce n'est pas du désordre. Nous sommes en train de vivre la démocratie, au fait. Ce n'est pas du désordre. Même au sein de nos familles, il nous arrive parfois d'être en opposition avec ce que font nos parents. La manière de faire ça ne veut pas dire que nous sommes impolis. Oui. Ça ne veut pas dire que nous sommes impolis, mais ce que j'étais en train de dire ici, ce n'est pas le spectacle qu'attend de nous la population. Vous comprenez? Donc, il y a des remous, il y a des revendications qui ont remonté à la surface. Il y a des insultes qui sont lancées ça et là, mais ce n'est pas ça le plus important. Alors, le plus important, comme je l'ai dit ici, c'est d'accompagner le chef de l'État, c'est de fumer les calumets de la paix, c'est d'arrondir les angles pour que nous puissions parler d'une seule voix, pour que nous nous mettons en ordre de marche au fin d'accompagner le chef de l'État. C'est ça le plus important. Je rappelle ici que vous êtes député national, élu de la Tchangou. L'un de ces quatre, précisément le lundi, ça sera la rentrée parlementaire, une session purement budgétaire. Mais s'il faille dire quelque chose à ceux-là qui vous suivent, j'ai fait allusion bien sûr à vos électeurs de la Tchangou. Que direz-vous à ces derniers? Voilà, la rentrée, ça sera lundi. Parce que ça, les 15, ça tombe dimanche. Oui, et puis, selon notre règlement, ça sera le lundi. Lundi, ouais. Et je crois que c'est la première session ordinaire à laquelle nous allons prendre part. Et je crois que pendant ces 3 mois de session, nous allons le mettre à profit pour faire entendre la voix de mes électeurs de la Tchangou.
À Tchangu, nous n'avons plus de route. Kimbantseke n'a plus de route. Massina, n'en parlons même pas. La route Bolengue, qui était en train d'être exécutée, ça s'est arrêté quelque part. Nous avons des problèmes de canalisation d'eau. Nous sommes déjà dans la saison de pluie et les familles sont sur les qui-vive, sont pas tranquilles parce qu'elles savent que des fortes pluies, des pluies torrentielles vont entraîner la crue et ils seront immergés dans l'eau parce qu'il n'y a pas de canalisation d'eau. Il faut aussi voir cette situation-là. Nous avons le problème d'insécurité qui galopante, qui sévit dans cette partie de la capitale, c'est-à-dire problème du courant, tout ça. Je crois que pendant cette session, nous allons faire entendre la voix de nos électeurs. C'est pour ça qu'ils nous ont voté. Ils nous ont donné leur suffrage parce qu'ils ont estimé que nous avons les aptitudes qu'il faut pour être leur porte-voix. Et je crois que nous allons le faire, et bien le faire, pour que cette population trouve son compte à travers notre action, pour que cette population ne puisse pas regretter le voix qu'ils nous ont accordé pour que nous soyons proclamés élus. Donc aussi, je vais profiter pour interpeller les collègues, mes collègues députés nationaux, que nous devons prendre à cœur la situation qui traverse nos populations. Il n'y a pas que la guerre qui sévit à l'est du pays, mais pratiquement dans toutes les provinces, il y a des situations très mauvaises qui mettent la population dans une situation de précarité, et c'est les moments que nous puissions réellement travailler au profit de cette population-là, que nous puissions bannir la complaisance en ce qui concerne les contrôles parlementaires. C'est ça le plus important. Parce que si l'État n'arrive pas à mobiliser suffisamment de moyens, il n'aura pas le moyen de sa politique pour construire des routes, pour répondre aux besoins vitaux, bien entendu, de nos populations. Donc il faudra que de ce point de vue-là, que nous soyons vraiment regardants, très rigoureux. Si nous pensons à nous-mêmes, ça sera la tombe que nous allons creuser nous-mêmes, qui fera ce que nous serons ensevelis en 2028, parce que cette population-là va se dire que celui que nous avons envoyé n'a pas fait le travail pour lequel nous avons voté pour lui. Donc c'est les conseils que je donne aux collègues, aussi à notre bureau, de ne pas faire comme font certains membres du bureau, bloquer les initiatives parlementaires des collègues, etc., des interpellations, de veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas d'émotion alimentaire, parce qu'il y a des collègues qui profitent justement de levier qu'ils ont pour actionner ou initier des actions. Après un moment, ils vont s'arrêter en mi-chemin parce qu'ils auraient été soudoyés, etc. Ce sont des choses à bannir. Nous devons bannir. Nous devons être vent debout contre les antivaleurs au sein de notre Assemblée nationale. Je crois que ça sera gage de la réussite de notre mandat en tant que député. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes député et national. Mais où avez-vous passé vos vacances parlementaires? Vous étiez en contact avec la base de Massina? En effet, je suis convalescent quasiment. J'avais des soucis de santé. Je n'ai pas effectué beaucoup de descentes sur le terrain. Mais il y a mon premier suppléant au niveau de la commune de Massina, qui était vraiment visible. Il était sur tous les fronts pour rencontrer la population, pour recueillir leurs desiderata. Et à la session qui va s'ouvrir au niveau des assemblées provinciales, ça sera les 30 septembre, qui vont s'ouvrir les 30 ou le 29. Et il va porter justement ces desiderata au niveau de l'Assemblée pour que celle-ci puisse le renvoyer à l'exécutif au fin de trouver des solutions efficaces à leurs problèmes. Donc je suis là, je reçois tous les jours mes congénères, mes compatriotes de Massina comme de la Tchangu qui nous apportent des problèmes qu'ils traversent, et je crois que vous verrez vous-même que lors de cette session qui va s'ouvrir dans quelques jours, vous verrez que nous serons vraiment là en train de porter la voix de ces sans-voix, parce que c'est nous qui sommes leurs représentants, nous parlons à leur lieu et place, et nous allons bien faire ce travail-là
pendant cette session. C'est par ici qu'on va se quitter. Je rappelle qu'on était chanceux ou joyeux même de recevoir l'honorable Francis Chibalabala, qui du reste est député élu de la Tchangou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Partie remise, on peut vous retrouver. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Vous m'avez fait honneur de m'inviter. C'est vrai que ça fait un moment, je n'aime pas trop le média, mais vous avez dû insister. Je ne pouvais pas rester de marbre par rapport à cette invitation. Nous devons vous honorer, vous la presse, parce que vous faites un travail génial, un travail de qualité. On doit vous accompagner aussi. Et d'ailleurs, je profite aussi pour vous signifier de mon soutien à la presse. Merci. Parce que sans la presse, je crois que la démocratie ne va pas émerger comme c'est le cas actuellement. Sans la presse, nos actions ne seront pas connues de nos compatriotes. Et je crois que vous êtes pratiquement à nos côtés pour nous accompagner, et nous devons aussi, chaque fois que vous nous envoyez des invitations, si nous avons le temps, faire acte de présence pour vous honorer en retour. Merci beaucoup pour cette marque de considération. C'est la fin de l'émission. On va vous retrouver le lundi pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h demain. Avec le même plaisir, on va revenir par rapport à ces numéros. Les internautes, merci parce que vous étiez là nombreux. Vous nous avez suivis via les plateformes. On était en direct sur YouTube, sur Facebook, sur les antennes de la RTVS 1, TNT, Satellite, plusieurs canaux en tout cas. Merci beaucoup. Merci à la réalisation BlueSat bien évidemment. Merci à la réalisation de Brandon Milalou. Merci à Jérès Mobeka. Merci également à Tonton Ebon qui était du côté de la régie finale encore une fois de plus. Merci à l'honorable Francis Babala pour la disponibilité. Merci. Au revoir, à la prochaine.